Alors là, on a parlé dans le chapitre 4 de l'énergie qui est impliquée dans les réactions chimiques. Par contre, si on veut s'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau des atomes, ben, il va falloir s'intéresser à l'enthalpie. L'enthalpie, qu'est-ce que c'est en réalité? On appelle ça une fonction d'état. En fait, là, je vous dirais simplement que dans le fond, c'est un peu comme l'énergie totale qu'il y a dans un atome ou dans une molécule. L'énergie, elle peut se manifester de différentes façons. Puis, dans un atome, ben, il y a non seulement comme la chaleur de l'atome, le fait que l'atome ou la molécule bouge constamment, donc on va avoir de l'énergie cinétique. Il y a beaucoup d'énergie potentielle aussi, donc de différentes formes. Là, par exemple, là, les électrons là, qui gravitent dans un champ électrique ou tout simplement là, les liens même entre les différentes molécules. Les liaisons entre les molécules, on n'en a pas vraiment parlé, vous allez aborder ça plus au cégep. Mais bon, toutes ces formes d'énergie-là, mises ensemble, on les appelle l'enthalpie. L'enthalpie se définit en fait là, par la variable H et se mesure, comme c'est de l'énergie, hein, on additionne plein d'énergie ensemble, se mesure en joules ou en kilojoules. Je vous dirais que c'est beaucoup plus souvent en kilojoules. Ou en kilojoules par mol. Ça va créer d'ailleurs certaines difficultés là, du fait d'avoir comme deux types d'unités qu'on va utiliser pour l'enthalpie. L'enthalpie dépend aussi de la température et de la pression. Donc, l'énergie interne des atomes et des molécules va changer finalement en fonction de la température et de la pression. C'est pour ça que souvent, vous allez voir un petit O ici, là, qui veut dire en fait enthalpie standard. C'est une enthalpie qui a été mesurée à TAPN, c'est-à-dire aux conditions ambiantes de température et de pression. L'enthalpie d'un atome ou d'une molécule, c'est plutôt compliqué à déterminer. Puis, de toute façon, ça nous intéresse rarement. Au lieu de parler de l'enthalpie, généralement, on s'intéresse plutôt à la variation d'enthalpie. Donc, une variation, hein, vous vous rappelez, c'est delta. Delta H pour variation d'enthalpie. La variation d'enthalpie dans une réaction, ça se symbolise tout simplement par l'équation HP, donc enthalpie des produits, moins l'enthalpie des réactifs. On se rappelle qu'une variation, c'est toujours l'état final moins l'état initial. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous dit que c'est HP moins HR, hein, l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. On peut illustrer là, la situation dans un diagramme d'enthalpie. Alors, le diagramme d'enthalpie, hein, ça a l'air d'un graphique, mais c'est pas comme un graphique, hein, c'est pas cartésien. Normalement, dans un graphique cartésien, là, ici, on a l'origine, on a donc le 0. On voit ici, sur cet axe-là, là, que le 0 n'est pas du tout à l'origine. Puis ici, vous voyez, cet axe-là, il n'a pas non plus d'unité. On signifie que c'est la progression de la réaction. Ce que ça veut dire, en gros, c'est le temps qui passe, mais ça ne donne aucune indication sur la vitesse de la réaction. Là. Fait qu'on ne sait pas si la progression de la réaction est rapide ou lente. On ne sait absolument rien. Je vous dirais là, que cette flèche-là, bon, elle ne nous donne pas beaucoup d'informations. La seule information qu'on a, c'est sur l'axe vertical ici, là, qui nous donne l'enthalpie des réactifs et des produits. Donc, vous voyez, on fait une barre pour les réactifs, donc l'ensemble de l'énergie pour les deux réactifs, puis l'ensemble des produits, l'ensemble de l'enthalpie pour les produits. On peut avoir deux types de réactions, soit endothermique ou soit exothermique. Hein. On voit l'énergie ici du côté des produits, c'est exo. On voit que l'énergie du côté des réactifs, c'est endothermique. Ce qu'on voit ici, c'est que par exemple, dans le cas d'une réaction exothermique, donc on partait avec une certaine quantité d'énergie. Bon, ici on a dit que l'énergie des réactifs était à 0. Par convention, on dit que l'enthalpie des réactifs est de 0, à moins d'avis contraire, là. Sauf que, bon, on s'entend que c'est pas vrai, l'énergie totale n'est pas de 0. Mais de toute façon, l'énergie totale ne nous intéresse pas réellement. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la variation d'enthalpie, hein, l'espace entre les deux barres ici. Donc, on part notre enthalpie à 0. Ici, on nous dit que la réaction va dégager 483,6 kJ d'énergie. Cette énergie-là, on l'a pris où? Bien, on l'a pris dans les réactifs. Les réactifs ont perdu de l'énergie. Donc, au total, les atomes, on voit que les atomes ici et les atomes là, c'est les mêmes, hein, la loi de conservation de la masse. On voit qu'au total, ici, les deux H2O gazeux ont moins d'énergie qu'ils en avaient au départ.
Donc ici, conclusion, on va avoir un delta H inférieur à 0. Un delta H qui est négatif. Donc un delta H qui est négatif, ça nous dit qu'on a une réaction exothermique. Au contraire, quand on a une réaction qui est endothermique, c'est qu'on avait des réactifs. Ici, on a encore parti les réactifs à 0 kJ. Dans une réaction endothermique, on va donner de l'énergie à la réaction. Donc, on donne de l'énergie. Qu'est-ce qui arrive à l'enthalpie ou qu'est-ce qui arrive à l'énergie interne des particules? Bien, l'énergie interne augmente. Donc, conclusion ici, pour une réaction endothermique, on va avoir une variation d'enthalpie positive, donc supérieure à 0. Donc, quand c'est exo, inférieur à 0. Quand c'est endo, supérieur à 0. Bon, ici, dans le fond, on a vu que l'équation thermique nous était donnée. L'équation thermique, là, si vous vous rappelez, c'est l'équation chimique dans laquelle on a introduit l'énergie. Mais on aurait pu l'écrire d'une autre façon. Maintenant qu'on connaît delta H, hein, le delta H ici, c'est l'espace qu'on a entre nos deux barres, là, finalement. On voit que cet espace-là, si on fait HP moins HR, donc moins 483,6 moins 0, on obtient moins 483,6. On note quand même que l'énergie ici est positive parce que dans une équation, on a toujours juste des plus. De toute façon, on n'a pas besoin du négatif pour nous signifier que c'est une réaction qui est exothermique. On le voit puisque l'énergie est du côté des produits. On aurait pu aussi écrire l'équation thermique de cette façon. Alors, c'est trois fois la même équation, mais on voit là, que l'énergie n'est plus dans l'équation. On a sorti l'énergie pour écrire que la variation d'enthalpie est de moins 383,6 kJ par mol de O2. Bon, ici, j'ai choisi le O2, mais voyez-vous, j'aurais pu l'écrire aussi en choisissant le nombre de moles de H2. Par contre, au lieu d'avoir moins 383,6 kJ par mol de O2, comme j'ai 2 moles de H2, on va diviser ce nombre-là ici, on va diviser l'enthalpie. Donc, on va avoir moins 241,8 kJ par mol de H2. Voyez-vous ici, dans le fond, là, j'avais une mol de O2 dans mon équation. Une mol de O2 me donnait cette quantité d'énergie-là. Donc, une mol de H2 me donnerait quelle quantité d'énergie? Bien, la moitié. C'est pour ça ici qu'on a moins 241,8. Même chose pour le H2O. Là, si on écrit la variation d'enthalpie en fonction du H2O, bien, il va falloir diviser par 2 l'énergie qu'on avait dans l'équation. Lorsque l'énergie est écrite, lorsque l'enthalpie est précisée comme ça en kilojoules par mol, c'est là qu'on va parler de chaleur molaire de réaction. Cette chaleur molaire de réaction-là, dans le fond, s'exprime toujours en kilojoules par mol. Hein, ça le dit chaleur molaire. Chaleur molaire, la chaleur, on a vu que ça pouvait être représenté par la variable Q. Puis molaire, c'est un nombre de moles. Donc, en réalité, on pourrait dire que la variation d'enthalpie, c'est la chaleur qui est libérée ou absorbée par la réaction. Donc, c'est pour ça que j'écris QRX, chaleur de la réaction, divisé par le nombre de moles de... Bon, ben ça dépend, le nombre de moles de quoi? C'est le nombre de moles de ce que l'on veut. Comme dans ce cas-ci, on pouvait exprimer la chaleur molaire en fonction du O2, du H2 ou du H2O. Donc, lorsqu'on vous demande la chaleur molaire d'une substance, il va être bien important de préciser que les unités, ce sont des kilojoules par mol. Et il faut aussi préciser des moles de quoi. Parce que sinon, on peut avoir plusieurs réponses possibles. À la page 172, on a justement là, deux tableaux, là, des tableaux qui nous donnent justement la chaleur molaire dans ce cas-ci, de vaporisation de différentes substances. Et aussi là, la chaleur molaire de formation de quelques substances. Donc, on voit là, la réaction pour des chaleurs molaires de formation. On voit dans le fond que c'est la chaleur impliquée pour produire une mole de chacune des substances. Chaleur molaire de vaporisation, ben, c'est assez simple. Une vaporisation, c'est quand on passe de l'état liquide à gaz. Comme le delta H de vaporisation de l'argon est de 6,3, c'est positif. On a donc une réaction endothermique. C'est normal, c'est une vaporisation. Donc, on écrirait tout simplement argon liquide, ouf, c'est un L,
argon liquide, plus 6,3 kJ, nous donne argon gazeux, tout simplement. Donc, on peut directement inclure ces nombres-là dans nos équations. Donc, ici, si c'est un nombre qui est négatif, bon, on va inclure l'énergie du côté des produits, tout simplement. Puis finalement, là, quelquefois, on va vous parler, au lieu de chaleur molaire, on va plutôt vous parler de chaleur massique. Si la chaleur molaire, c'est des kilojoules par mol, bien la chaleur massique, c'est des kilojoules par gramme. C'est tout simplement que des fois, c'est plus facile de travailler avec une chaleur massique qu'une chaleur molaire. Donc, pour transformer une chaleur molaire en chaleur massique, c'est assez simple. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de transformer les mols en grammes. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on a une chaleur molaire de 6,3 kJ par mol. C'est des mols de quoi? Ben, c'est des mols d'argon. Donc, une mol d'argon, on sait ça fait combien de grammes. On a juste à aller voir dans le tableau périodique. On a 39,95 grammes. Donc, si on veut savoir ça donne combien de kilojoules par gramme, je divise mon 6,3 par 39,95 et ça me donne 0,16 environ là, kilojoules par gramme. Donc ici, je viens de transformer une chaleur molaire en chaleur massique. Le contraire serait tout aussi simple à faire, là. Dans le fond, j'aurais juste à transformer mes grammes en mol. Si je voulais transformer une chaleur massique en chaleur molaire. Donc, c'est tout pour la section 4.2.